Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Bienvenue dans Flashback, votre émission mensuelle consacrée à l'actualité du cinéma classique. Chaque premier lundi du mois, avec Antoine Cyr. Bonjour Antoine. Bonjour. Nous évoquons les films d'hier qui résonnent aujourd'hui à travers les rétrospectives, les reprises et les versions restaurées. Au programme de ce troisième numéro de Flashback, les nombreuses ressorties, un gros plan sur le réalisateur Todd Browning à l'occasion de la reprise de Freaks, le coffret DVD de 3 films de Richard Fleischer, ainsi que l'actualité des rétrospectives et des festivals. Notre invité est le réalisateur Pierre Filmon pour son documentaire Close Encounters with Vilmos Zsigmond, consacré à une personnalité majeure de l'histoire du cinéma. Pierre, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Et tout de suite, on parle des ressorties. Parlons tout d'abord d'un film relativement méconnu, mais qui mérite d'être redécouvert. C'est Éclairage intime d'Ivan Passer, réalisé en 1965. Alors Ivan Passer, il est connu pour avoir été le co-scénariste de Miloš Forman sur L'As de pique et Les Amours d'une blonde. C'est le seul film, Antoine, qu'il réalisa dans son pays d'origine. Mais alors d'abord, on a Pierre Filmon qui est là pour parler de Vilmos Zsigmond, et le fait de commencer cette émission par Ivan Passer, c'est aussi un clin d'œil à ce film, puisque Passer a eu Vilmos Zsigmond comme chef opérateur sur Staline, un téléfilm à grand spectacle avec Robert Duval dans le rôle du dictateur rouge, où Zsigmond s'est amusé à accompagner Staline d'un jeu d'ombre fantomatique qui sont un clin d'œil quand même un peu paradoxal au grand metteur en scène soviétique Eisenstein. Mais donc, comme vous le disiez, Ivan Passer, qu'on connaît pour Cutter's-Way, qu'on connaît pour le très étrange Creator avec Peter O'Toole, c'est pas un Américain de naissance, c'est un Tchèque qui, comme Forman, a quitté son pays au moment du printemps de Prague. Et comme vous le disiez, il était son scénariste dans la période tchèque. Alors, pendant la période de la nouvelle vague tchèque, avant de quitter le pays, Passer a donc fait un seul film en tant que réalisateur, c'est Éclairage intime. Et alors là, c'est vraiment un film de nouvelle vague qui fait passer les impressions visuelles avant la narration, qui cherche à installer un climat avant de nous raconter une histoire. Alors il y en a quand même une histoire, c'est celle d'un violoniste un peu snob de Prague qui arrive avec sa jeune amie pour donner un concert dans une ville un peu paumée sur l'invitation de son copain qui dirige le conservatoire de musique locale. Il va être un peu accaparé par sa famille, tandis que sa compagne va promener un regard vraiment étonné sur ce monde si différent du sien, ce qui d'ailleurs montre qu'il y avait de vraies différences sociales en Tchécoslovaquie. On va croiser un homme qui n'arrive pas à sortir sa voiture parce que son garage est infesté de poules, un drôle d'enterrement accompagné par des musiciens, une paysanne en bikini fonctionnel qui fauche les blés au soleil de Bohême, la musique aussi omniprésente dans cette Tchécoslovaquie du rideau de fer où il y avait plus de quatuors à cordes que de supermarchés. Et puis, comme on parle beaucoup de chefs opérateurs aujourd'hui, comment ne pas citer Miroslav Ondříček qui va accompagner plus tard Forman dans Valmont et dans Amadeus par exemple, et qui donne à ce film une lumière, notamment dans la nuit, qui est tout à fait extraordinaire et tout à fait novatrice. Donc à redécouvrir dans les salles le 16 novembre. Autre long métrage qui lui aussi mérite d'être redécouvert, c'est Manille de Lino Brocca, réalisé en 1975. L'histoire d'un jeune homme qui quitte son village de pêcheurs pour Manille afin de retrouver sa fiancée qui a disparu. Il part donc à sa recherche, mais à court d'argent se fait embaucher comme ouvrier sur un chantier. Il découvre alors un monde peu reluisant où se côtoient la corruption, la prostitution et la grande pauvreté. Alors Lino Brocca est aujourd'hui considéré comme l'un des plus importants cinéastes philippins. Alors au début des années 70, il commence à tourner des films à petit budget, puis fonde sa société de production. C'est à cette époque qu'il réalise ses 2 films les plus emblématiques, Manille donc et Insiang. C'était un opposant farouche au régime du commandant Marcos, dont il dénonce les faits dans ses films, bien sûr. C'est un éveilleur de conscience important. Il filme surtout une descente aux enfers dans les bas-fonds d'une mégalopole grouillante, inondée de néons, qui illustre la fascination exercée par la ville, qui, selon Brocca lui-même, attire les provinciaux comme des papillons de nuit qui viennent se brûler aux lampes. C'est enfin une quête de l'amour rageuse
et désespéré, à admirer donc aujourd'hui dans sa superbe version restaurée 2K. Passons maintenant au grand classique hollywoodien avec L'Héritière de William Wyler, réalisé en 1949, qui avait valu à l'époque à Olivia de Havilland l'Oscar de la meilleure actrice. Oui, c'était son deuxième Oscar. Il faut savoir que Olivia de Havilland avait bataillé ferme pour acquérir son indépendance artistique. Elle avait gagné un procès retentissant contre la Warner, et lorsqu'elle est devenue indépendante, elle a été très souvent à l'initiative de ses films, et c'est le cas de ce film-là. C'est Olivia de Havilland elle-même qui, après avoir vu une pièce tirée d'un livre de Henry James, a sollicité William Wyler pour qu'ils aillent ensemble suggérer à la Paramount d'acheter les droits. Alors, L'Héritière, moi je trouve que c'est un film formidable. D'abord, c'est un film parce que c'est la rencontre de trois acteurs exceptionnels qui représentent trois univers totalement différents. Il y a Olivia de Havilland qui représente une vision classique de l'âge d'or d'Hollywood, mais en même temps pas si classique que ça, parce que quand elle avait 19 ans, John Crawford lui avait offert la méthode de Stanislavski, qui va servir ensuite de bréviaire à l'acteur studio, et donc elle avait une façon de jouer qui était quand même très acteur studio. Et qui elle rencontre dans ce film, en coureur de dot, qui essaye d'obtenir les faveurs de l'héritière disgracieuse que joue Olivia de Havilland, et ben Montgomery Clift. Montgomery Clift, qui pour moi est peut-être le plus grand acteur de toute l'histoire d'Hollywood, qui est en plus l'incarnation de l'acteur studio, et il y a une rencontre entre ces deux acteurs qui va vraiment donner quelque chose d'exceptionnel, et qui va d'ailleurs donner aussi quelques frictions en dehors de la caméra. Et puis il y a quand même Ralph Richardson, en père indigne de cette héritière disgracieuse, grand acteur shakespearien, qui fait une prestation absolument extraordinaire. Dans ce film, il y a aussi deux choses qui sont très étonnantes. D'abord, c'est un des films vraiment d'anthologie de Wyler pour le travail sur la profondeur de champ qu'il fait avec son chef opérateur Leo Tover. Et puis, il y a une musique d'Aaron Copland. Aaron Copland, c'est un des plus grands musiciens américains, mais ce n'est pas un musicien de film. Et donc, c'est très étonnant parce que c'est l'un des rares films où Hollywood fait volontairement appel, je ne parle pas des cas où Gershwin est adapté ou autre, mais là, il y a vraiment appel à un musicien de musique savante américaine pour faire la partition du film, et c'est en effet très réussi. Oui, puis c'est un film assez cruel, puisqu'il s'agit d'un père qui n'aime pas sa fille, et finalement il lui fait enlever toute humanité. Olivia de Havilland qui joue une sorte de double rôle, innocente oie blanche au début du film, assez terrifiante à la fin. Vous parliez de Montgomery Clift à juste titre, parce que c'est très clairement le personnage le plus intéressant du film. Il y a une ambiguïté autour de lui. On ne connaîtra jamais véritablement ses intentions. Heureusement que Montgomery Clift est là, parce que là je suis un peu moins d'accord avec vous. Je trouve quand même, William Wyler a été parfois critiqué, mais c'est un peu à juste titre. Il y a quand même une théâtralité dans le film. Je ne partage pas du tout. Je trouve que la mise en scène est vraiment très réussie. Au contraire, est très adaptée à ce type de film. Mais bon, là où je vous rejoins, c'est qu'il faut avoir un certain goût du théâtre filmé pour apprécier ce film qui est justement tiré d'une pièce de théâtre. Oui, en même temps, le film s'inscrivait tout à fait dans une époque aussi. Voilà. Il y avait beaucoup de ce genre d'adaptation. Autre grand classique, là, qui est pour moi, selon moi, un chef-d'œuvre impérissable, qui ressort le 9 novembre en version restaurée 4K, c'est Sunset Boulevard, Boulevard du Crépuscule de Billy Wilder, sans doute l'un des plus grands films sur la Mecque du cinéma. Alors avec cette réplique culte lancée par Norma Desmond, qui est interprétée par Gloria Swanson dans le film. Elle lance à un moment donné à William Holden: je suis toujours une grande star, ce sont les films qui sont devenus petits. Et alors là, évidemment, c'est un film qui représente ce moment où Hollywood prend conscience de son histoire. On retrouve dans le film Gloria Swanson, qui a été une des stars du muet. On retrouve dans le film Erich von Stroheim, qui d'ailleurs, en tant que réalisateur, 20 ans plus tôt, a totalement ruiné dans la vraie vie Gloria Swanson en tournant Queen Kelly. Donc, il y a une espèce de mise en abîme. Un parallèle très troublant entre les acteurs et leur vie réelle. Leur vie réelle, oui. Voilà. Et d'ailleurs, à un moment donné, Gloria Swanson joue une star du muet recluse qui espère faire un comeback, et avec William Holden, qui est devenu une sorte de gigolo, ils revoient ensemble en permanence La Reine Kelly, que von Stroheim avait lui-même réalisé avec Gloria Swanson dans les années 20. Et qui avait totalement explosé le budget et qui avait ruiné la pauvre Gloria Swanson, justement. Alors, c'est un film absolument fascinant qu'on revoit avec un immense plaisir. I know your face. Get out, or shall I call my servant?
You're Norma Desmond. Used to be in silent pictures, used to be big. I am big. It's the pictures that got small. I knew there was something wrong. They're dead. They're finished. There was a time in this business when they had the eyes of the whole wide world. But that wasn't good enough for them. Oh, no. They had to have the ears of the world, too. So they opened their big mouths, and out came talk. Talk, talk. That's where the popcorn business comes in. You buy yourself a bag and plug up your ears. Look at them in the front offices. The masterminds. They took the idols and smashed them. The Fairbankses, the Gilberts, the Valentinos. And who have we got now? Some nobody. Don't blame me. I'm not an executive, just a writer. You are. Writing words, more words. Well, you've made a rope of words and strangled this business. But there's a microphone right there to catch the last gurgles. And Technicolor to photograph the red swollen tongue. You wake up the monkey. Get out! Et puis parmi les autres ressorties de ce mois de novembre, un film français évidemment très célèbre qui fête son 50e anniversaire, c'est Un homme et une femme de Claude Lelouch, réalisé en 1966. Alors au départ ça démarre mal pour Claude Lelouch puisqu'il est échaudé par l'échec de ses 5 films précédents, et une nuit, il roule à toute allure sur l'autoroute et se retrouve au petit matin à Deauville. Sur les planches, il voit de loin une femme élégante marcher avec son enfant et son chien. Et c'est cette image qui va l'interpeller au point qu'il se met immédiatement à écrire dans le bistrot de la gare de Deauville. Et ce moment-là marque le début d'une incroyable aventure. Devant le refus de son producteur Pierre Brandberger, il écrit en 3 semaines le scénario avec son complice Pierre Huerthoven, parvient à convaincre Trintignant et Anouk Aimée, trouve un peu d'argent et tourne le film en 3 semaines à Deauville en plein hiver, en grande partie d'ailleurs tourné à l'hôtel du Normandie. Sa chance, c'est qu'il rencontre un producteur qui à l'époque achetait tous les films en couleur pour la télévision canadienne. Ce producteur aimait bien le titre, Un homme et une femme, et donc promet à Lelouch de prendre le film s'il mettait de la couleur dedans. Et il lui a donc donné une garantie de 100 000 euros, enfin 100 000 euros aujourd'hui bien sûr. C'est pour cette raison en fait que la moitié du film a été tourné en couleur. C'est au passage l'un des films les moins chers de l'histoire du cinéma. Aujourd'hui ce serait un film qui coûterait 300 000 euros et qui a rapporté plus de 10 millions de dollars de recettes. Le film est sélectionné à Cannes. Claude Lelouch remporte la Palme d'Or. Quelques mois plus tard, l'Oscar du meilleur film étranger et du meilleur scénario. Bon voilà, ce film a évidemment changé sa carrière. En le revoyant aujourd'hui, ça reste selon moi un très beau roman photo qui n'est quand même pas exempt de longueur et qui surtout laisse déjà poindre un peu les tics de mise en scène qui seront légion dans les films de Lelouch plus tard. Signalons également la chanson, donc évidemment le Shabadabada écrit par Pierre Barou et la musique, sur la musique de Francis Lay. Et puis nous avons à cette table, à ce micro, un acteur du film puisque Antoine, à l'époque donc sur le tournage d'Un homme et une femme, vous jouiez le fils de Jean-Louis Trintignant. Racontez-nous en quelques mots cette en fait, mon père était un ami de Lelouch. Alors c'est amusant parce que vous racontez l'histoire de Lelouch qui arrive à Deauville et qui a l'idée de faire Un homme et une femme. Mais en fait, à ce moment-là, Lelouch était au volant d'une Mercedes qui lui avait été donnée par mon père. Parce que mon père produisait des Scopitones et à un moment, il était au bord de la faillite. Et Lelouch lui dit, écoute, tu me dois de l'argent. Et mon père lui dit, bah t'as raison, je te dois de l'argent, prends ma Mercedes. Et donc, voilà. Donc il y a eu d'abord cette espèce d'attachement. Et puis à un moment, Lelouch a dit à mon père, écoute, tu m'as donné ta Mercedes, tu peux aussi me prêter ton fils. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette aventure. Alors, il y a quand même plein de choses dans Un homme et une femme. Il y a aussi les voitures de course qui sont importantes dans Un homme et une femme. Jean-Louis Trintignant est pilote. Et il faut savoir que c'est aussi un film culte pour tous les passionnés de sport automobile. Et la façon de filmer de Lelouch, sa façon de filmer très reportage, vraie vie, etc. Sachant qu'il cadre lui-même ses films. Voilà, ça fonctionne extrêmement bien. Donc ça explique pourquoi ces scènes sont aussi fortes. Et puis alors très modestement, moi j'étais un petit garçon très bavard et donc la façon qu'a Lelouch de laisser tourner la caméra, qui était quand même quelque chose de totalement nouveau. Je sais même pas si Godard faisait ça de cette façon-là. La façon qu'avait Lelouch de laisser tourner la caméra, totalement novatrice, c'est ça qui permet aux 2 personnages qui jouent les enfants dans le film de s'exprimer et d'y prendre une place qui contribue effectivement au film. Voilà, donc une très bonne raison de revoir sur les écrans Un homme et une femme en salle le 16 novembre. Dans la vie, quand une chose n'est pas sérieuse, on dit c'est du cinéma. Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux? Je ne sais pas, moi. Peut-être parce qu'on y va
Que quand tout va bien? Alors vous pensez qu'on devrait y aller quand tout va mal? Pourquoi pas? C'est beau quand même d'envoyer un télégramme comme ça, il faut avoir du culot. C'est vrai, non, c'est extraordinaire qu'une femme belle vous envoie un télégramme comme ça, c'est merveilleux. Quel courage. Nous parlons maintenant, Antoine, du réalisateur Todd Browning à l'occasion de la ressortie de son film culte Freaks en salle le 23 novembre. Oui, Todd Browning, qui est à l'origine d'une des œuvres les plus insolites de l'histoire du cinéma. Browning, il explorait tous les genres du fantastique, du mystère et de l'étrange, mais il revenait toujours à la même idée de revanche ou de réhabilitation des déshérités. Il est associé au cinéma fantastique, mais il n'a réalisé finalement que peu de films dont le scénario est vraiment surnaturel, et on oublie en revanche qu'il a été un pionnier des films de gangsters avec les révoltés. Browning, il s'est fait connaître par sa science des trucages, et pourtant son film le plus célèbre, Freaks, présente justement la caractéristique de montrer de vrais monstres de cirque et d'être réalisé presque sans trucage. Plus que le fantastique, Todd Browning avait pour terrain de jeu le bizarre, mais un bizarre qui entrait en résonance avec notre quotidien, qui servait de support à des plaidoyers souvent pleins de tendresse pour des êtres marginaux. Comme beaucoup de grands pionniers du cinéma, comme Buster Keaton ou Mary Pickford, Browning est mort totalement abandonné par ce 7e art qu'il avait tellement bien servi. Dans les années 50, il vivait retiré à Malibu, hébergé par un couple dont il gardait les chiens. Il menait alors une existence recluse, il dormait le jour et il se levait la nuit, un peu comme les vampires, mais c'était pour s'abreuver non pas de sang, mais des vieux films et des séries d'épouvante que diffusait la télévision aux heures tardives. Todd Browning est mort en 1962 à l'âge de 80 ans et c'est précisément dans les années 60 que son œuvre a commencé à être redécouverte, à commencer par donc ce fameux Freaks qui ressort ces jours-ci. Browning était né dans le Kentucky en 1880, c'était le neveu d'un fameux joueur de baseball qui était très porté sur la bouteille et qui s'exclamait « Quand je n'arrive pas à toucher la bouteille, je n'arrive pas à taper la balle ». Donc le jeune Todd s'enfuit à l'âge de 16 ans de cet univers familial un peu spécial et il se met à suivre un cirque itinérant où il débute comme clown et comme contorsionniste et il va même exécuter un numéro où il est enterré vivant. Il arrive en Californie en 1914, devient acteur de burlesque et là va rencontrer à New York Griffith, le pionnier du cinéma américain, qui le prend comme assistant pour un de ses plus fameux films, Intolérance. En 1915, Todd Browning est grièvement blessé dans l'accident d'une voiture qu'il conduisait à haute vitesse et l'un des passagers de la voiture est tué. Quant à Browning, l'accident va lui laisser une jambe très endommagée et lui faire perdre une partie de sa dentition. Et ça aussi, sans doute, ça entre en résonance avec ce que va être ensuite la carrière et la manière de filmer de Todd Browning. Il réalise son premier long métrage en 1917, il devient réalisateur à la Universal où il met en scène des films qui mêlent exotisme et sensualité comme La Vierge d'Istanbul ou Les Révoltés qui se déroulent à Chinatown. Alors en 1925, Browning est engagé à la MGM par Irving Thalberg, le producteur de génie qu'il avait rencontré à la Universal, et là Thalberg produit un film qui s'appelle Le Club des Trois en 1925 où il va associer Todd Browning à Lon Chaney, l'homme aux 1000 visages connu pour ses dons de transformiste, et précisément Lon Chaney interprète dans ce film de Browning, donc Le Club des Trois, un ventriloque criminel. Sous un hallucinant déguisement de vieille dame, le ventriloque vend des perroquets qu'il fait parler. Mais quand les clients emmènent les perroquets chez eux, les perroquets deviennent tout à fait muets. Et donc évidemment, ils se plaignent puisqu'ils ont vu les perroquets parler dans la boutique et puis les perroquets sont devenus muets. Et donc à chaque plainte, la pseudo vieille dame accourt et repère les lieux pour un futur cambriolage avec pour complice un Hercule de foire et un nain à tête de poupon. Là aussi, bien entendu, c'est déjà l'univers de Freaks qui se met en place. Les trois larrons constituent une espèce d'entité parfaite avec une voix, un corps et un cerveau. I've been trying for days and I cannot make him speak. Just step back a little. Perhaps you're frightening the bird. Come, Polly, speak.
I see where the butterfly started. Well, I declare. Pretty Polly. Oh, you gently to them, softly. Pretty Polly. Oh, Pretty Polly, Pretty Polly. Polly, 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 Polly. Pretty Polly. Todd Browning et donc Lon Chaney se trouvent de telles affinités dans leur attirance pour le mélodrame un peu bizarre et criminel qu'ils vont tourner au total 8 films. On y trouve notamment L'Oiseau Noir où Lon Chaney incarne le double rôle d'un mystérieux caïd de la pègre londonienne et son frère difforme. On notera que dans ce film, le gentil est sain de corps alors que le méchant est difforme, exactement l'inversion des paradigmes qu'on va retrouver quelques années plus tard dans Freaks et qui semble être une constante dans l'œuvre de Browning. On trouve aussi des différents films qui cultivent l'exotisme comme La Route de Mandalay ou À l'ouest de Zanzibar, à chaque fois avec un sens poétique et un sens inné du mélodrame populaire. Alors en 1927, Browning, toujours avec Lon Chaney, met en œuvre déjà sa fascination pour l'univers du cirque. Alors là, c'est une histoire de triangle amoureux qui, là encore, va préfigurer celle de Freaks. Lon Chaney joue un lanceur de couteaux qui travaille sous le nom de l'homme sans bras. Alors en réalité, cet homme sans bras a toujours ses bras, mais il les cache pour donner plus d'effet à son numéro. Seulement, il a une jolie partenaire qu'on voit stoïquement exposée au couteau que le lanceur lance avec ses pieds, puisqu'il fait semblant de pas avoir de bras, et cette femme ne supporte pas les mains des hommes. Donc par amour pour elle, le lanceur sans bras décide de se faire réellement amputer. Mais le sort est cruel, et donc après l'opération, le malheureux lanceur qui s'était fait amputer découvre que la jeune fille n'a en fait plus du tout peur de la main des hommes et qu'elle aime son rival dont naturellement il va vouloir se venger. La jeune fille, celle qui l'incarne, n'est pas n'importe qui, c'est Joan Crawford, la future star de la MGM, qu'on voit ici très naturelle et il faut bien le dire, pas si jolie que ça, avant que son apparence ait été transformée de fond en comble par les maquilleurs et coiffeurs du studio. En 1930, Lon Chaney meurt et c'est avec un autre acteur bientôt légendaire, Bela Lugosi, que Todd Browning réalise en 1931 Dracula pour la Universal. Alors évidemment, la mise en scène de Browning et la photographie de Karl Freund mélangent la poésie et l'ironie européenne avec le suspense à l'américaine, tout en s'appuyant sur le talent de Lugosi qui a déjà incarné Dracula des centaines de fois au théâtre et qui, comme chacun sait, finira sa vie tellement obsédé par son personnage de vampire qu'il dormait la nuit dans un cercueil. Dracula est un succès qui encourage le producteur Thalberg à demander à Todd Browning de réaliser un film de monstre pour la MGM. Et alors là, la puissante MGM, c'est le plus riche des studios américains à l'époque, mobilise tous les moyens nécessaires et pourtant, les créatures du film ne devront rien à aucune forme de trucage. C'étaient des pensionnaires du cirque Barnum. Ces créatures étaient dans la vie comme à l'écran et elles offraient le spectacle de leur difformité aux employés de la MGM qui étaient totalement médusés. Pourtant, loin d'être le film de monstre attendu par la grande usine à rêve qu'est la MGM, Freaks est un manifeste réaliste qui montre que les plus inhumains ne sont pas toujours ceux que le jeu des apparences condamne à l'infamie. Les hommes troncs, femmes à barbe, hommes squelettes, femmes araignées, sœurs siamoises ont beau être assez effrayants, leurs sentiments sont plus purs que ceux des membres de la troupe qui n'ont pas d'anomalie. Ceux qu'on appelle des monstres sont des héros positifs et leur vengeance contre la jolie trapéziste qui humilie un nain sera légitime. Get out of here! You! Come! Get out! You hunter! Get out! You! Make me one of you! Will you? Well, what are you going to do? What are you, a man or a baby? Ce discours s'avère insupportable pour les spectateurs de l'époque. Il est même difficile à admettre aujourd'hui encore pour notre inconscient qui est habitué à lier difformité avec malfaisance. Freaks va être un échec commercial complète et la critique va être désorientée par sa bizarrerie et va finalement traiter le film avec hypocrisie, comme par exemple Variety qui parle d'une œuvre somptueusement produite et réalisée mais à l'histoire inintéressante.
tu parles. Ce reproche est de toute évidence fallacieux, tant le spectacle offert par Freaks engendre chez le spectateur un malaise hypnotique. La MGM se détourne de Todd Browning, dont le règne sur Hollywood va s'achever avec cet échec. Là, il va espérer se refaire en brouillant les cartes une nouvelle fois. Browning réalise avec Bela Lugosi La Marque du Vampire, qui est précisément l'histoire d'un vampire qui n'en est pas un. Et puis ensuite, il va faire Les Poupées du Diable, qui est un film qui, là encore, va être un échec, mais qui est lui aussi devenu mythique, où on voit Lionel Barrymore, déguisé en vieille dame comme l'était naguère Lon Chaney, qui incarne un ancien bagnard, injustement condamné, qui transforme en petite poupée criminelle, dirigée sous hypnose, les personnes dont il veut se venger. On retrouve dans ce film beaucoup des obsessions de Todd Browning, mais il s'agit cette fois d'un véritable film fantastique. Browning, au total, ne va réaliser que 4 films après Freaks. Miracle à vendre en 1939 sera le dernier. Après la mort de son épouse en 1944, il vivra donc en reclus à Malibu et mourra trop tôt pour assister dans les années 60 à la réhabilitation de son œuvre. Freaks donc de Todd Browning est absolument à redécouvrir ou à découvrir si vous ne l'avez pas encore vu, et le film nous montre vraiment la monstruosité sous toutes ses formes, et c'est un film absolument indispensable, et on voit aussi à quel point il a pu influencer des cinéastes évidemment comme David Lynch avec Elephant Man. Et maintenant nous parlons d'une légende du cinéma avec notre invité Pierre Filmon. Vous êtes toujours dans Flashback, où nous parlons maintenant d'une personnalité majeure de l'histoire du cinéma, mais relativement méconnue. Vous ne connaissez en effet peut-être pas son nom, mais les films qu'il a éclairés font partie du panthéon du cinéma américain. Voyage au bout de l'enfer, Rencontre du troisième type, La porte du paradis, Délivrance jalonnent la filmographie du directeur de la photographie Vilmos Zsigmond, décédé au début de l'année 2016, à qui notre invité, Pierre Filmon, rend un très bel hommage dans son documentaire Close Encounters with Vilmos Zsigmond, en salle le 16 novembre. What's your real name? Vilmos. The DP is Vilmos Zsigmond. The director and cinematographer should be dancing together. They should be, just as much as the director has to be dancing with the actors. The cinematographer has to be the one that captures that dance. Vilmos came out of Hungary in 1956. Everybody was always asking them, what is the style of what you guys using? And we decided to call it poetic realism. It was clearly an expression of a vision of a cinematographer. So we were all criminals, so to speak. Warren, Elfman, and you? I was so impressed with the fact that he was a collaborator, not merely a cinematographer. He was always into script, he was always into acting, and worrying about what the audience was going to think, too. It was like a mountain goat. He could get into any position with the camera, up to his neck in water, or crouching under a rock. He's always pushing. Come on, why aren't we shooting? On faisait pas ce type de lumière. On vient de la politique des studios où les acteurs sont payés cher, il faut les voir. Donc ils jouent l'authenticité. Tous les films de Zsigmond nous posaient le problème de quel est le type de regard qu'on pose sur les gens. La beauté de cette lumière, la manière dont elle nous enveloppait, on la ressentait physiquement, sensuellement. If you don't have the confidence of the cinematographer, the actor dies a little bit inside because everything's about how you're shot. You get the wrong angle and not get the thought, you're dead. What would be the toughest thing to live with a cinematographer? Movie always comes first, no matter what. Pierre Filmon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Flashback. Alors dans votre film, Vilmos Zsigmond raconte sa carrière et les cinéastes avec lesquels il a collaboré. Cimino, De Palma, Borman, Spielberg, Altman, Chatzberg, la liste est très longue, avec le témoignage également de plusieurs grands chefs-opérateurs, Vittorio Storaro, Dante Spinotti ou encore Darius Khondji. Vous le suivez au cinéma Le Grand Action à Paris, où vous êtes projectionniste, mais aussi dans sa ville natale en Hongrie, à Budapest, en Italie, en Californie. Alors vous, comment l'avez-vous rencontré et comment vous est venue l'idée de ce documentaire? J'ai d'abord rencontré Vilmos, comme tout le monde, dans les salles, en cinéphile. Je suis tombé amoureux de son cinéma, de son image, et bien des années après, en étant projectionniste au Grand Action, j'ai la chance de rencontrer Darius Khondji, à qui je dois beaucoup, puisque sans lui, je n'aurais pas rencontré Vilmos.
Et on devient assez proche avec Darius, et il savait que j'écrivais un scénario de long métrage par ailleurs à tourner aux États-Unis, et il me dit qui aimerais-tu qui soit ton chef-op? Et je lui dis, j'aimerais que ce soit toi. Il me dit, tu sais, je suis un peu pris, Michael Haneke, James Gray, Woody Allen, mais qui d'autre? Il y a un petit peu de concurrence. Un petit peu de concurrence. Donc, je lui dis, écoute, j'ai un rêve, c'est de rencontrer Vilmos Zsigmond. Et il me dit, écoute, ça tombe bien, ça a été mon parrain à l'ASC, qui est l'American Society of Cinematographers, donc l'association qui réunit les confrères de chef-op dans chaque pays. Et pour rentrer dans ces associations, il faut être adoubé un peu par un parrain. Et le parrain de Darius pour rentrer à l'ASC, c'était Vilmos. Et donc il a exactement fait ce qu'il m'a dit qu'il ferait. Il lui a envoyé le scénario, et 4 jours après, je recevais un mail très élogieux de Vilmos me disant, j'aime beaucoup votre scénario, j'aimerais faire l'image. Donc la rencontre pratiquement du rêve et de la réalité en un mail. Et j'ai rencontré après Vilmos, il est venu à Paris, et je lui ai proposé plutôt qu'on dîne ensemble entre nous, qu'il vienne présenter Heaven's Gate et Délivrance au Grand Action, où effectivement je suis projectionniste. Ce qu'il a fait, il n'avait pas parlé en public à Paris depuis 1972, depuis la sortie de McCabe Mrs. Miller, John McCabe. Et voilà, de là, je suis tombé en admiration de l'être humain que j'ai eu en face de moi, et faire un documentaire s'est imposé tout de suite. Alors, vous racontez sa vie, les grandes étapes de sa vie, bien sûr. Il y a une première grande étape, c'est quand il est étudiant en cinéma. Vilmos Zsigmond prend une caméra, et avec Laszlo Kovacs, qui va lui aussi devenir un grand chef opérateur à Hollywood, filme en 1956 l'arrivée des chars soviétiques dans Budapest. Il conserve la pellicule et quitte la Hongrie pour les États-Unis, où il fera ensuite carrière. Selon vous, que révèle ce moment dans la vie du futur Vilmos Zsigmond? C'est déterminant à plus d'un titre. Déjà, j'aimerais juste rappeler qu'on est en ce moment dans la période des 60 ans de cet événement qui a marqué ce grand pays qu'est la Hongrie. En 56, novembre 56, la résistance du peuple à l'invasion russe, résistante qui sera écrasée au bout de quelques jours, mais qui sera un marqueur très très fort de l'époque et de l'esprit de résistance. Et Vilmos et Laszlo très vite se sont dit, il faut qu'on en fasse quelque chose. Ils se sont inscrits dans leur époque en disant, on ne peut pas laisser ça se faire sans rendre compte de ça. Alors, ils ne sont pas les seuls chef opérateur à avoir filmé les événements de 56. Mais la particularité, c'est que ceux qui venaient filmer les événements de 56, donc toutes les images qu'on connaît, c'était des étrangers, c'était des Anglais, des Américains, des Français qui venaient à Budapest filmer ces événements, ramener les images pour les mettre dans les actualités. Et ça a été les deux seuls Hongrois à prendre des caméras des studios Hunia où travaillait Vilmos et Laszlo à l'époque comme assistant, de filmer et après de devoir développer cette pellicule, donc de laisser une trace. Et tout d'un coup, ils pouvaient être suivis à la trace, ils risquaient leur vie, leurs proches risquaient leur vie. Et d'un jour à l'autre, Vilmos et Laszlo se sont regardés et se sont dit, il faut qu'on parte, on peut pas rester, c'est trop dangereux, on part. Ils ont pris le train avec les bobines sous le bras. Un arrêt avant la frontière, ils sont descendus du train, ils ont traversé des champs ensemble, et ils ont dû laisser les bobines sous des monceaux de paille, puisqu'ils se sont fait arrêter par les Russes. Ils ont raconté des histoires comme quoi ils étaient du coin, et les Russes les ont laissés. Ils sont revenus récupérer leurs bobines sous la paille, et ils ont traversé la frontière à pied jusqu'à Vienne. Et là, tout d'un coup, ils arrivent à l'ouest et ils se disent, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et donc ils ont essayé de le vendre. Ça a été long, ça a été compliqué, mais ils ont réussi à vendre cette pellicule à un intermédiaire hongrois. Et au final, cet argent leur a servi pour payer leur passage aux États-Unis. Mais je suis pas sûr de répondre à la question qui était finalement comment ça a marqué Vilmos dans sa vie. Clairement, il a fait un basculement dans sa vie personnelle qui marquera toute sa vie, puisqu'il va devenir américain en allant aux États-Unis et en s'installant, en travaillant dans un laboratoire chimique au début, en gagnant $1 de l'heure, en ramant pendant 10 ans à faire des films de série B, voire de série Z. Il a dû repartir à zéro complètement. Donc je dirais que ça l'a marqué profondément. Lui, il avait toujours, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré,
mais si vous l'aviez rencontré de son vivant, mais il avait cet accent hongrois encore très très fort, très encore fort, aujourd'hui, oui, c'est vrai, oui. Ce qui a compliqué parfois le mixage et le montage, pour être tout à fait franc, et il a été marqué par tout ça, puisqu'il restait hongrois complètement, attaché à son pays, attaché à son histoire, mais aussi profondément américain, tourné vers l'avenir. Donc il arrive aux États-Unis, en effet, où on le décourage très vite d'être chef opérateur. Il persiste, il signe quelques films à petit budget sous le nom de William, à l'époque, avant que Peter Fonda ne l'embauche sur son film L'Homme sans frontières. Peter Fonda dit dans votre film qu'un réalisateur et son chef opérateur doivent danser main dans la main. Mais ce qu'il faudrait peut-être rappeler à nos auditeurs, c'est quel est le rôle du directeur de la photographie ou du chef opérateur. D'ailleurs, on dit l'un ou l'autre, parfois en faisant la confusion. Qu'est-ce que un directeur de la photographie ? Alors je ne suis pas moi-même directeur de la photographie, donc voilà, en tant que cinéphile et passionné de ce métier que je vais parler, c'est le bras droit du réalisateur sur un tournage de film, celui qui signe l'image du film, qui va... il y a un double rôle, certains ont une double casquette, qui est de s'occuper de la lumière et s'occuper du cadre, mais ce travail historiquement s'est aussi scindé en deux fonctions, deux casquettes, qui étaient le directeur de la photographie, celui qui s'occupait de l'image, de l'installation des lumière, et puis le cadreur, camera operator, qui va cadrer et être à l'œilleton au moment où on dit action et qui va arrêter au moment où on dit on coupe. Certains aiment faire les deux, ça dépend complètement. Il y a des syndicats très forts aux États-Unis qui réglementent ce genre de choses. Voilà, donc c'est le bras droit du réalisateur sur un tournage. Et alors justement, dans votre documentaire, à un moment, on voit Vilmos Zsigmond qui convainc Jerry Schatzberg de suivre le style du conte de fées pour l'épouvantail. Est-ce que ce jour-là, on peut dire que le chef opérateur devient presque réalisateur ? Alors j'irai pas jusque là, mais c'est sûr que il y a plein de façons de faire son métier. En l'occurrence, le directeur de la photographie, on peut le faire comme un artisanat, comme un métier de studio, comme un employé ou un fonctionnaire. On fait son travail, on éclaire bien et tout va bien. Ou on peut le faire avec toute son âme et sa passion, comme Vilmos et beaucoup d'autres grands directeurs de la photographie l'ont fait, en s'impliquant totalement artistiquement, en étant celui qui va incarner les désirs pas toujours simples à appréhender d'un réalisateur qui, lui, s'il a écrit le scénario, a peut-être une approche d'auteur, une approche intellectuelle d'un film, et lui, le chef-op, il doit trouver des solutions tout de suite, maintenant, avec la caméra qui est là, et dans les conditions dans lesquelles on est maintenant, avec la lumière qu'il a, et c'est tout de suite. Alors justement, dans le film, on voit plusieurs fois Zsigmond qui appuie son travail sur une compréhension presque instinctive des variations de la lumière naturelle. Est-ce que c'est une qualité qui distingue les grands chefs opérateurs, et est-ce que c'est quelque chose qui finalement montre la rupture qu'apporte Zsigmond au cinéma américain? Oui, car il a beaucoup tourné en extérieur, et clairement il aimait les réalisateurs qui improvisaient. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on s'est bien entendu. J'ai beaucoup improvisé pour faire ce documentaire, et donc beaucoup en extérieur. Le nouvel Hollywood, c'est aussi sortir les caméras dehors et se débrouiller avec le temps qu'il fait, et en tirer le meilleur parti. Donc oui, c'est un des grands chefs-op des éléments naturels. Alors il a en effet éclairé, on va dire pratiquement tous les grands films de cette époque qu'on a appelé le Nouvel Hollywood, avec tous ces cinéastes avec lesquels il a collaboré. En 1978, il remporte son seul Oscar pour son film paradoxalement le plus éclairé, même surexposé, dit-il lui-même. C'est Rencontre du troisième type de Steven Spielberg. Et au moment de son discours, il oublie de remercier Spielberg, qui, il semblerait, lui en a beaucoup voulu, parce qu'ils n'ont plus refait de film ensemble, sachant que Zsigmond avait déjà éclairé le premier film pour le cinéma de Spielberg, qui était Shanghai Express. Exactement. C'est un moment aussi déterminant dans sa vie. C'est quelque chose, je sentais qu'il avait besoin de dire dans le cours du documentaire. Ça a été un moment que je n'ai pas essayé de dramatiser, mais qui s'est naturellement imposé dans les rencontres qu'on a fait, puisque publiquement, à l'ASC où j'ai été tourné à Hollywood, devant ses grands collègues directeurs de la photographie,
il dit publiquement, oui, c'était l'erreur de ma vie, j'ai oublié de remercier Steven Spielberg lors du discours des Oscars. Et si vous le regardez, il est disponible sur YouTube, hein, je n'ai pas pu le mettre dans le film parce que j'avais pas d'argent, donc il y a des choix qu'on fait, mais regardez-le sur YouTube. C'est la première fois dans l'histoire des Oscars qu'un récipiendaire ne remercie ni le producteur ni le réalisateur. Et il n'a pas fait, même s'il était amer de cette expérience, parce que le film c'est très très mal fini pour des histoires de production. Il a été le bouc émissaire des dépassements de budget et il s'est très mal entendu avec les producteurs Michael et Julia Phillips qui l'ont détesté et qui lui ont mis sur le dos beaucoup plus que ce qu'il faisait. Et quand il arrive en courant pour récupérer son Oscar, il ne s'y attendait vraiment pas. Quand il déboule, il remercie qui ? Il remercie l'Amérique de lui avoir donné sa seconde chance dans sa vie et il remercie ses 3 profs hongrois de cinématographie. Ce qui rend les Hongrois très fiers de ce moment-là, puisque c'est la première fois où la Hongrie est mise comme ça de façon aussi importante au centre des Oscars. Et il s'en va aussi vite. Et oui, il a oublié le producteur et le réalisateur, effectivement. Et un an plus tard, il signe la photographie de Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, qu'il considérait comme son film préféré. Mais surtout, ce qui est frappant quand on voit l'enchaînement des films, c'est son éclectisme, puisque certes, ils font partie toutes d'une même époque glorieuse du cinéma, mais passer du maniérisme, on va dire, de De Palma sur Obsession à la science-fiction de Spielberg sur Rencontre du troisième type, et en même temps arrivant à filmer aussi bien la sidérurgie et les ouvriers de la Pennsylvanie dans Voyage au bout de l'enfer, ça montre à la fois un éclectisme, un sens du regard et oui, un talent inné. Non, vous avez raison, il s'adaptait à beaucoup de styles de films différents et c'est ça aussi pour moi une des grandes qualités des grands chefs-op, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire plein de choses différentes. Ils sont capables de vider les loueurs de lumière de Los Angeles, qui a été le cas pour Rencontre du troisième type. C'est pour ça que ça coûtait une blinde ce film, c'est parce qu'il a vidé littéralement, il n'y avait plus de lumière disponible. Et en même temps, ils sont capables de faire Scarecrow, l'épouvantail ou d'autres films en extérieur improvisés avec rien et de rendre une magie identique. Et puis c'est un réalisateur aussi assez avant-gardiste. Alors il a épousé aussi son époque, mais vous montrez que les studios ont été effrayés quand ils ont découvert les rushs de John McCabe, de Robert Altman, et pour cause, puisqu'on ne voyait pas bien les acteurs, et les acteurs à l'époque on les payait cher. En l'occurrence c'est de Warren Beatty quand même. Donc cette vague-là a été ensuite poursuivie avec Gordon Willis évidemment sur le Parrain. Oui, il épousait parfaitement l'anticonformisme esthétique de cette époque-là. Ce qui est génial, c'est que ça a été cette époque du Nouvel Hollywood est l'une des dernières où on a permis aux réalisateurs de prendre le pouvoir sur les films et on leur a laissé complètement les mains libres. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec toutes les audaces. Et un directeur de la photographie ne prend pas les audaces seul, il les prend avec le réalisateur. Donc les grands réalisateurs ont osé des choses dans les années 70 qui sont exceptionnelles et un peu uniques dans l'histoire du cinéma. Tout à l'heure vous parliez de Todd Browning, qui est un immense monsieur qui a pris des risques incroyables, que j'admire, dont j'admire profondément le cinéma, et Fricks, je vais courir le revoir. Et c'est des gens comme ça qui excitent l'imaginaire des gens avec lesquels ils travaillent et qui leur permettent de donner le meilleur d'eux-mêmes et d'oser aller presque contre le studio, parce que quand ils ont flashé la pellicule avec Robert Altman, d'un commun accord, ils n'ont rien dit au studio, ils l'ont fait d'un commun accord en disant on ne leur dira pas. Et quand ils ont envoyé les rushs, les producteurs s'arrachaient les cheveux en disant mais qu'est-ce que c'est que ce film, qu'est-ce qui filme n'importe comment quoi. Alors, dans votre film, on peut voir plein de choses. On peut voir un hommage au Nouvel Hollywood, quand même, qui est la toile de fond. Un hommage au métier de chef opérateur aussi. Et alors, par exemple, à un moment, pour filmer le grand concert de The Rose, Gigmond convoque autour de lui les meilleurs chefs opérateurs d'Hollywood et leur confie à chacun une caméra. Alors, c'est quoi ? C'est de la camaraderie ou c'est la conviction que le résultat va être encore meilleur avec cette diversité de regards ? Parce que c'est un cas unique, quand même, une scène tournée par plusieurs des grands chefs opérateurs d'Hollywood. Alors c'est l'esprit de corps qui pour moi caractérise ce métier extraordinaire de directeur de la photographie. C'est ils sont réunis en association, ils se voient tous, ils se fréquentent, ils ont des déjeuners ensemble, ils s'admirent les uns les autres, non pas en travaillant ensemble
la plupart du temps, mais à travers l'écran. C'est-à-dire que c'est ce que Vittorio Storaro m'a appris quand je l'ai vu. C'est-à-dire que en fait, leur admiration respective, ils ne l'ont pas sur un tournage. Ils vont en salle, comme n'importe qui, ils voient le travail et en tant que chef-op, ils reconnaissent le grand chef-op qui a fait l'image du film qu'ils voient. Et donc ils disent souvent, ils se congratulent les uns les autres. Et en même temps, il y a un esprit démocratique. J'ai pu le voir quand les 5 grands chefs-op étaient réunis à l'ASC. Que ce soit un petit chef-op de l'ASC ou un grand chef-op de l'ASC, il y a une grande facilité de contact les uns avec les autres. Donc naturellement, je pense Villmosch a fait appel à les gens dont il se sentait proche à l'ASC, et puis il s'est dit, à raison, que s'il demandait à des grands chefs-op d'être derrière la caméra, il obtiendrait encore un résultat meilleur. Et alors non, c'est pas un cas unique, puisque par exemple The Last Waltz de Scorsese, Villmosch, c'est l'inverse, a été appelé pour faire une des caméras. Dernière question, Villmosch Zsigmond est parfois un petit peu critique sur le nouveau cinéma. Il trouve qu'il y a trop de belles images, que le montage est frénétique. Et c'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'après l'échec cuisant de La Porte du Paradis de Michael Cimino, sa carrière va un petit peu, non pas décliner, mais être un petit peu moins éblouissante. Les films seront moins mémorables. Est-ce que vous pensez qu'il a payé le désastre du film, le désastre, je dis bien, et je précise bien, financier, et la fin de cette période enchantée? Oui, vous avez raison, d'une certaine façon, c'est ce qui s'est passé. Il n'a pas arrêté de travailler pour autant. On peut citer quand même les derniers films de Woody Allen, notamment, avec lesquels il a... Oui, il a fait aussi Les Sorcières d'Eastwick de George Miller. Il a effectivement travaillé sur ce téléfilm Staline avec Ivan Passer. Il a fait quand même des films intéressants après, La Rivière avec Mark Rydell. Mais c'est vrai, pas avec le même flamboyant des années 70. Mais vous avez raison, ça marque aussi la fin d'une époque. Une époque qui est donc à redécouvrir grâce donc à votre documentaire Pierre Filmon, Close Encounters with Villmosch Zsigmond. On y apprend beaucoup de choses, on redécouvre cette époque, tous ces films qui nous ont marqués, ce métier trop méconnu et qui est pourtant essentiel dans un film, ce peintre de la lumière qui était Villmosch Zsigmond, auquel vous rendez un très bel hommage dans ce documentaire, donc Close Encounters with Villmosch Zsigmond, en salle le 16 novembre. Merci beaucoup Pierre. Merci à vous. Je signale également que le film sera présenté en avant-première au cinéma Le Grand Action le lundi 14 novembre à 19h30 en présence de Jerry Chatzberg qui présentera également son film L'Épouvantail. Et nous parlons maintenant des sorties DVD. Dans l'actualité des sorties DVD Blu-ray, un coffret immanquable des films de Richard Fleischer chez Carlotta qui sort le 9 novembre. 3 films réalisés au début des années 70, L'étrangleur de Rillington Place, Les flics ne dorment pas la nuit et Terreur aveugle. Alors Richard Fleischer était connu avant ces films grâce évidemment à 20 000 sous les mers ou Les Vikings dans les années 50. On peut aussi parler du très très bon film noir Les Inconnus dans la ville. Et puis, à l'instar d'un Robert Wise, il se considérait comme un artisan du cinéma, alternant les genres cinématographiques, le péplum, le fantastique, le polar, l'horreur, le western, film de guerre même, avec une grande dextérité. Et pourtant, il n'a jamais eu la reconnaissance qu'il méritait et ce coffret remet en majesté le travail d'un cinéaste passionnant qui, à l'orée des 70s, se démarque de la dramaturgie qui marquait son cinéma pour un cinéma plus formaliste, une expérimentation qu'il avait déjà commencé avec évidemment L'étrangleur de Boston et l'utilisation magistrale du split screen. Alors, Les flics ne dorment pas la nuit est réalisé en 1971. C'est l'un des premiers films noirs réalistes qui est construit comme une chronique, soit l'itinéraire d'un policier à Los Angeles qui fait équipe avec un vieux briscard qui va lui apprendre les ficelles du métier. Le film est adapté d'un best-seller, Les Nouveaux Centurions, écrit par un vrai policier, Joseph Van Vogt, qui décrit sans manichéisme et avec une très grande véracité le quotidien d'un flic de rue, avec la violence, les bavures, l'alcoolisme, la maltraitance. Il y a une scène très très forte avec un bébé, qui est une scène qui m'a beaucoup frappé. Et puis, en dehors de ce réalisme et de cette stylisation, il y a aussi une profonde tristesse dans le film. Le film est empreint vraiment d'une mélancolie à l'image de cette scène vraiment bouleversante d'adieu du personnage de George C. Scott. Il est au téléphone, la scène est filmée au crépuscule, il raconte une anecdote, on sait très bien ce qui va se passer et là on voit tout le talent formel et en même temps aussi évidemment l'interprétation sensible de George C. Scott. Il faut évidemment parler des acteurs de ce film. Stacy Keach qui tourna juste après Fat City de Houston
et puis bien sûr George C. Scott qui était encore auréolé de son Oscar pour Patton. Not anymore. We can't hold the line anymore. Yeah, but you know, things change. People change. Last year, everybody's screaming about lack of freedom. This year, they're screaming about lack of control. Yeah, but something else is happening this time. The don'ts are dying. First the vice laws die, and then the misdemeanors, and then the felonies. Easy to get rid of crime. All you do is change the laws. No law against selling dope. Dope's not a crime. No law against robbing banks. Bang. Ain't no bank robbers. Fighting crime is getting very easy. Autre film peut-être moins connu mais tout aussi intéressant qui est présent dans ce coffret, c'est Terreur aveugle, réalisé en 1972, dans lequel Mia Farrow interprète une femme aveugle qui est poursuivie par un tueur qui a tué toute sa famille dans un cottage au milieu de la campagne anglaise. Alors le film témoigne du sens de la mise en scène de Fleischer et surtout son souci du détail. Il faut voir comment il identifie l'assassin, qu'on ne verra jamais, juste par ses Santiago. C'est l'élément qui nous fait comprendre que ce tueur va rôder et va malheureusement commettre de terribles méfaits. C'est aussi un film assez original dans sa construction puisque c'est un film de suspense en plein jour. C'est un film qui se passe en journée, pratiquement en huis clos. Mais finalement, on se rend compte qu'à cette époque-là, c'est davantage la stylisation que la narration qui intéresse Fleischer, puisque d'ailleurs l'identité et le mobile du tueur ne seront jamais dévoilés. Et c'est intéressant d'observer à quel point Fleischer était dans un souci constant de mise en scène, puisque on peut surtout admirer la manière dont il filme Mia Farrow quand elle arrive dans la maison, que le massacre a eu lieu, mais qu'on ne sait pas encore qu'il a eu lieu. Et c'est ça, c'est extrêmement bien filmé. La caméra dévoile progressivement et de manière magistrale l'horreur, en jouant sur la cécité du personnage, qui en fait, à ce moment-là du film, la protège. C'est extrêmement bien fait, et même si on peut ergoter sur quelques facilités de scénario, c'est un film purement Hitchcockien, c'est sans doute pour ça qu'il me plaît tant, et qui a certainement dû fasciner. On en revient à Vilmos Zsigmond. On parlait de Brian De Palma tout à l'heure. On ne peut pas penser que Brian De Palma n'ait pas été fasciné devant un tel film, voir à quel point la caméra raconte le film. Ce coffret comporte également un autre film avec Richard Attenborough, qui est aussi tout à fait intéressant, qui est L'étrangleur de Rillington Place. Tous ces films sont accompagnés, comme souvent chez Carlotta, de très beaux bonus, de documentaires et de commentaires très éclairés de réalisateurs qui adorent Fleischer, Nicolas Boukrieff, Nicolas Saada, qui fait des préfaces sur chaque film, Fabrice Duvels et aussi Christophe Gans. Est-ce qu'on va enfin dire que Richard Fleischer était autre qu'un artisan du cinéma? C'était juste un cinéaste passionnant qu'il faut donc absolument redécouvrir dans ce très beau coffret Blu-ray et DVD. Autre sortie DVD, celle d'un film très rare, c'est Le Monde Perdu d'Harry Holt, réalisé en 1925, que Lobster sort en DVD. Le film est dans les bacs depuis le 24 octobre. Alors c'est une libre adaptation d'Arthur Conan Doyle et des aventures du professeur Challenger. C'est surtout le premier film de l'histoire avec des dinosaures qui fit sensation à sa sortie en 1925. Alors le problème, c'est que le cinéma parlant va arriver et que le film va être retiré des écrans, les négatifs détruits, laissant place à un autre film du même genre, un certain King Kong, au scénario somme toute similaire, des explorateurs qui ramènent une créature préhistorique. Alors le film a eu une vie compliquée et connu beaucoup de restaurations au cours des décennies, et c'est finalement la société Lobster, donc dirigée par Serge Bromberg, qui s'est à son tour lancée dans la reconstruction du film, exhumant des bobines de scène manquantes que l'on croyait perdues. Le film est donc numérisé en 2K, retrouvant sa durée d'origine avec une nouvelle musique de Robert Israel. Il reste surtout célèbre pour les trucages de Willis O'Brien, mêlant acteurs et créatures animées. À l'époque, il réalisait une 50aine de modèles articulés constitués d'un squelette métallique recouvert d'éponges, de peau animale et de caoutchouc. O'Brien sera appelé quelques années plus tard pour animer King Kong et deviendra aussi le mentor du célèbre truquiste Ray Harryhausen. Une rareté donc à découvrir dans cette belle édition DVD, accompagnée d'un livret sur l'histoire de cette restauration. Et nous terminons l'émission par l'actualité des rétrospectives et des festivals.
Plusieurs événements liés au cinéma classique sont proposés au public pendant ce mois de novembre, à commencer par le cycle Universal Monsters à la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé du 10 au 22 novembre. Une occasion de frissonner devant Dracula, Frankenstein, la momie, l'homme invisible, l'étrange créature du lac noir, et Antoine d'admirer à nouveau la présence légendaire de Boris Karloff et de Bela Lugosi. Oui, Karloff, Lugosi, et puis véritablement de ces films qui sont les créateurs du merveilleux hollywoodien. Il y a tout un pan de la cinéphilie qui est ancré dans ces mystères de Frankenstein, de Dracula, dans l'étrange créature du lac noir. C'est pour beaucoup de gens qui ont découvert adolescents les films des années 30, 40 ou 50, c'est en fait presque fondateur. C'est-à-dire que pour moi, quand j'étais adolescent, un vieux film, c'était Frankenstein ou c'était Dracula. C'est ça d'abord que je connaissais, et il y a la rencontre de l'esthétique européenne qu'on a, de l'expressionnisme allemand qu'on retrouve dans La Momie, qu'on retrouve évidemment dans Dracula et Frankenstein, et en même temps du suspense hollywoodien, et cet électrochoc finalement de l'esthétique européenne et du sens de l'efficacité et du suspense qu'ont les Américains va être quelque chose d'absolument essentiel dans l'essor du cinéma. Et là, on a tous les films fondateurs de cette période fantastique, effrayante, mais d'abord merveilleuse. Donc le cycle Universal Monsters du 10 au 22 novembre à la Fondation Pathé. L'intégrale Patrice Chéreau, vous pourrez la découvrir à la Cinémathèque française du 16 au 27 novembre. Il y aura également à l'occasion de cette intégrale une table ronde Patrice Chéreau, Affinité élective le 19 novembre, à la suite de la projection de Ceux qui m'aiment prendront le train, en présence de nombreux collaborateurs qui ont travaillé avec Chéreau, le chef opérateur, on en parlait, Éric Gauthier, mais aussi Daniel Thompson, Vincent Pérez, Richard Peduzzi et Pierre Trividic. Le festival de cinéma et musique du film de La Baule fête sa 3e édition cette année, se déroulera du 9 au 13 novembre avec un invité de choix, le compositeur Lalo Schifrin, qui donnera un ciné-concert le 12 novembre avec les musiques de Mission Impossible, Bullitt, L'Inspecteur Harry et beaucoup d'autres, sous la direction de Jean-Michel Bernard. Enfin, le festival TCM Cinéma fête sa première édition du 24 au 27 novembre au cinéma Les Fauvettes à Paris. TCM Cinéma, c'est bien sûr la chaîne des grands classiques américains qui propose donc une belle programmation, notamment une rétrospective Clint Eastwood à l'occasion de la sortie du nouveau film de Clint Eastwood, Sully, qui sera également proposé en avant-première. Des restaurations inédites, notamment John McCabe, le film de Robert Altman dont on parlait tout à l'heure, mais aussi Police fédérale Los Angeles de William Friedkin. Des séances cultes avec expérience immersive seront proposées au public, une sélection de films ayant marqué des générations de fans. Alors on pourra revoir une fois encore Orange Mécanique et son concert acoustique dans la salle de cinéma, avec aussi agrémenté d'une ambiance 100% Orange Mécanique, avec ses mannequins au teint blanc, ses cocktails Molotov Plus revisités, ses cakes à l'orange, bref, toute une atmosphère autour de ces films. Même chose pour Reservoir Dogs et sa killer party, avec des défis à relever pour chacun des spectateurs. Le parrain de cette première édition est le réalisateur Michel Hazanavicius, qui présentera son film culte La classe américaine, Le grand détournement, qu'il réalisa en 1993 avec son complice Dominique Mézeret. À partir de scènes tirées du catalogue des films de la Warner, dont Les Hommes du Président, Rio Bravo et La Tour Infernale, ils imaginent une enquête délirante sur les traces de George Abitbol, alias l'homme le plus classe du monde. Ses dialogues absurdes, son humour invraisemblable et surtout la présence au générique des voix françaises officielles de l'époque font de ce film un monument du genre qu'il est enfin temps de déguster sur grand écran. Et pour le plaisir, quelques répliques bien senties de Monsieur George Abitbol. B12 appelle le capitaine George Abitbol. B12 appelle le capitaine George Abitbol. Quelqu'un vous demande sur le pont. Qui? Un dénommé José. Ok, j'arrive, B12.
Ah, voilà enfin le roi de la classe, l'homme trop bien sapé, Abitbol. Alors comme ça t'as été élu l'homme le plus classe du monde. Laisse-moi rire, style le grand playboy des fonds marins, genre qui fait rêver les ménagères. Sauf que moi je les baise, moi, les ménagères, non? C'est pas vrai? Écoute-moi bien, mon petit José. Tu baises les ménagères, bien, tu dois avoir le cul qui brille, mais c'est pas ça qu'on appelle la classe. Je te dis ça en qualité d'homme le plus classe du monde. Je t'arrête tout de suite. La classe, c'est d'être chic dans sa manière de s'habiller. Rien de tel que d'aller chez Azedine à Laïa, ou même de s'acheter des soupules chez Yoji Yamamoto. Excuse-moi de te dire ça, mon pauvre José, mais tu confonds un peu tout. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Tu dépenses tout ton argent dans les habits et accessoires de mode, mais tu es ridicule. Enfin, si ça te plaît, c'est toi qui les portes. Mais moi, si tu veux mon opinion, ça fait un peu has-been. Oh la vache! Moi, j'ai l'air has-been, j'en ai pour plus d'une barre de fringues sur moi. Alors va te faire mettre. Tu n'es vraiment pas très sympa. Mais le train de tes injures roule sur le rail et de mon indifférence. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Bien, considère qu'on n'est plus amis, Abitbol. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup Pierre Filmon d'avoir été avec nous dans Flashback. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur séanceradio.com, SoundCloud et iTunes.